Ah, Pandora, ces vastes plages, ces étendues d'océan illimitées, cette faune et cette flore luxuriantes et majestueuses, ces petits rochers qui flottent comme ça dans les airs. Et la moitié de la faune et de la flore qui veut vous tuer. Finalement, Pandora, c'est un peu l'Australie. Salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse, comme d'habitude, moi ça va super bien. Avant toute chose, de commencer la critique du film, j'aimerais, puisque nous sommes le 1er janvier aujourd'hui, vous souhaiter une excellente année 2026, plein de bonnes choses pour vous et pour les vôtres, très sincèrement, et que cette année se passe du mieux possible. Je sais pas comment s'est passé 2025 pour vous, à la limite, dites-le moi dans les commentaires, mais voilà, comme d'habitude, je vous souhaite, et c'est pas banal de le dire, par les temps qui courent, la santé évidemment, et que ça rayonne pour vous côté hobby, côté sentimental, côté professionnel, etc., etc. Nous sommes ici pour parler du phénomène de l'année, du film le plus attendu de la décennie. Non, c'est faux, mais il était quand même très attendu quand même. On va parler aujourd'hui de Avatar 3, de Feu et de Cendres, le dernier film de James Cameron sorti en 2025. Alors c'est peu dire qu'il était attendu, celui-là. Pourquoi est-ce qu'il était attendu? C'est parce qu'il faut le dire. Pour ceux qui suivent un petit peu mon Letterboxd, je pense que vous avez vu mes notations sur les films qui sont sortis cette année. 2025, c'est pas le meilleur cru du monde. On est nombreux à s'accorder à le dire. Il y a quand même eu des grosses déceptions. Je pense évidemment au Superman de James Gunn, qui pour moi vaut pas tripette, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de films comme ça, le Dracula de Besson, que j'ai vu aussi, qui est pas extraordinaire. Enfin voilà, il y a des films qui étaient attendus et qui ont déçu. Certainement, justement, à la hauteur de l'attente. Là, Avatar 3, troisième volet d'une saga, on va dire, assez prestigieuse, qui est devenue une franchise maintenant, alors que le film Avatar sortait d'à peu près n'importe où, quand il est sorti en 2009, je crois, le tout premier film, et donc extrêmement attendu, parce que des films comme ça, mine de rien, on en voit peu. Des films avec une telle ampleur, avec une histoire totalement originale, et pas un truc pompé à droite à gauche, parce que voilà, on est à l'ère des remakes, des adaptations, des rip-offs, enfin, tous les trucs qu'on recycle un petit peu à droite à gauche. Avatar ne recycle pas, même si on va voir que l'ami Cameron, il y a quand même quelques trucs qui recyclent. Je précise avant toute chose que le film, je l'ai vu en 2D et non pas en 3D. Dans la salle dans laquelle j'ai l'habitude de me rendre, ils proposaient les deux séances. Je suis allé le voir entre potes et on a opté pour la version 2D. Je ne sais pas du coup ce qu'apporte la 3D. J'avais regardé le 1 et le 2, La Voix de l'eau, en 3 dimensions. Et ça a en jeté, le film est aussi fait pour ça. Ça a été la révolution technologique, on va dire, de ces dernières années. Bon, là je l'ai vu en 2 dimensions. Est-ce que ça va changer mon avis si jamais je le revois en 3D plus tard? Probablement pas. Comme d'habitude, je vais commencer par vous pitcher le film, à savoir que ça n'a pas été hyper évident. Alors déjà parce que l'histoire est très complexe, le monde d'Avatar, il se pose là. Mais en plus de ça, je n'ai pas revu La Voix de l'eau depuis sa sortie ciné. Je vous cache pas que comme James Cameron, c'est pas un metteur en scène qui a l'habitude de faire genre des flashbacks ou vous savez précédemment, pas du tout. Il plonge directement dans le bain. Du coup, je vous cache pas qu'il a fallu certaines minutes pour pouvoir me réapproprier un petit peu le nom des uns, des autres, des clans, des tribus, des créatures, des machins. Voilà, les Tulkun, les Ikran, enfin voilà, il y a plein de choses qu'il fallait que je me réapproprie. J'ai dû creuser un peu dans mon esprit. Bref, bon, ça s'est globalement bien passé. Mais je ne te remercie pas, James Cameron. Nous suivons, comme d'habitude, la famille Sully. Donc sur Pandora, cette planète extraordinaire. Nous suivons la famille Sully, qui est celle qui est au cœur de la saga, avec Jake Sully, donc l'ancien soldat, sa femme, Neytiri, la toute petite aussi, leur fille Benjamin, dont j'ai oublié le nom, il faut dire qu'elle est un petit peu, je vais pas dire insignifiante, parce que c'est pas flatteur, mais elle est un peu mise de côté. On suit Kili, qui est donc la cadette, et Loak, qui est le fils qui reste, finalement. Et aussi Spider, qui est donc cet enfant humain qui vit sur la planète avec un masque pour forcément qu'il puisse respirer. On va voir que ça va être l'un des enjeux du film un petit peu plus tard.
et la tribu dans laquelle ils sont, c'est-à-dire cette tribu marine. Donc là, l'endroit est posé, ça se passe peu de temps après la fin du 2, et voilà, il s'est pas passé des choses extraordinaires, mais on les suit avec leurs évolutions et leurs caractères, à savoir que Neytiri, la femme de Jake, elle est toujours anti-humain, celle qu'elle appelle les aliens, ceux qui viennent du ciel. Elle est toujours anti-humain, elle ne les supporte pas, malheureusement pour Spider, qui essaye de s'intégrer un petit peu dans cette famille de Na'vi, qui a beaucoup de mal. Jake, lui, il veut se préparer à une grande riposte, donc toujours en tant que soldat, c'est un marine, donc il veut préparer des armes, etc. Là où tous les autres peuples lui disent « calme-toi quand même, ok, faisons les choses tranquillement, insère-toi, intègre-toi, il n'y a pas de souci. » Non, lui, il part pêcher des armes, il commence à préparer les fusils, les flèches, etc. Donc il est à fond dedans, lui. Voilà. Kiri, elle commence à développer, elle sait qu'elle a un potentiel, elle ne sait pas exactement lequel, mais elle sait qu'elle a un potentiel, donc elle commence un petit peu à développer ça. On va voir que le film va l'emmener beaucoup plus loin. Pour moi, Kiri reste, on va dire, le personnage fondamental, au cœur du film, vraiment, et super bien traité. On parlera du traitement des personnages. Et Loak, lui, rendu responsable, coupable de la mort de son frère, par son père, qu'il fait culpabiliser systématiquement. Et donc c'est toujours un fils qui dit à vos ordres, mais qui quelque part a envie de prendre son autonomie et qui n'est pas reconnu par son père. Heureusement, il est soutenu par sa mère, Neytiri. Donc voilà, il y a cette espèce de... Chaque personnage a un petit peu ses démons, mais c'est hyper bien traité. C'est comme ça que le film commence avec ces caractérisations-là. On sent, dès les premières minutes, que dans le couple Jake Sully-Neytiri, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai pas réussi à retrouver l'amour quasi inconditionnel qu'ils avaient l'un pour l'autre. On rappelle, hein, Jake Sully, de base, est un humain, un militaire. Neytiri est une Na'vi. Et donc, du coup, leur amour est anormal. Mais ils tiennent depuis le temps et ils ont fait des gamins ensemble. Mais on sent que là, il y a fracture. On sent qu'ils sont pas du même avis. Sully, il veut plutôt garder Spider intégré dans la famille. Neytiri, elle aimerait s'en débarrasser. C'est un humain qui pose problème. Sully veut préparer des armes, etc. pour une éventuelle défense, pour une riposte de ceux qui viennent du ciel. Neytiri, elle n'est pas vraiment dans cette vocation-là. Donc voilà, il y a souci et on sent qu'il y a tension. D'autant que un autre personnage refait son apparition et c'est peut-être un des défauts du film, un des premiers défauts du film que j'enlèverai. Quaritch. C'est pas du spoil, hein. Il est présent dans la bande-annonce. Quaritch revient. Hein, le général complètement fou. Bon, général, colonel, je suis pas spécialiste, hein, excusez-moi si jamais je me trompe de terme. Mais en tout cas, celui qui était considéré comme le supérieur de Jake Sully. Il revient, alors il est sous sa forme Na'vi, puisqu'il est mort, hein, Quaritch. Mais il est encore là. Ce qui fait que du coup, dans Avatar 3, on recycle un peu, c'est ce que je vous disais en guise d'introduction. James Cameron recycle un petit peu son antagoniste, puisque à nouveau, pour la 3e fois, il sera le méchant et Sully sera le but à atteindre. Et Quaritch n'a pas changé d'idée. Hein. Il veut capturer ou éliminer Jake Sully. Il veut récupérer son fils. Je rappelle que Spider, c'est le fils de Quaritch. Okay, donc il veut récupérer son fils. D'autant que, et on verra peut-être ça dans la partie spoil, son fils, au fur et à mesure du film, va développer des capacités très particulières et très intéressantes pour les humains. J'y reviendrai. Donc voilà, Quaritch revient avec le même état d'esprit, il a envie de tout faire péter. Donc voilà, quelques redondances de la part de James Cameron. Au-delà de ça, on va commencer par l'aspect formel du film. Parce que je vous le dis de suite, hein, d'entrée de jeu, j'ai beaucoup aimé le film. Je l'attendais et on va dire qu'il est à la hauteur de mes attentes. Formellement, Pandora, toujours sublime. Ce que arrive à faire James Cameron, pas tout seul, hein, mais ce qui est sorti de son imagination et la façon dont il est arrivé à montrer, à représenter Pandora, c'est hallucinant. Oui, il n'y a plus l'effet de surprise d'Avatar, parce que le premier film nous avait déjà présenté tant de choses, la faune, la flore, ces petites bestioles-là, qui s'envolent, qui sont un petit peu luminescentes, qui sont magnifiques. L'univers, hein, le ciel avec les montagnes flottantes, je sais pas comment ils appellent ça, les mini-îles ou les montagnes flottantes qui sont hallucinantes. Donc là, c'est toujours pareil. Hein. Surtout que là, dans ce film-là,
il exploite particulièrement bien la verticalité. Que ce soit à d'autres créatures quand ils volent, soit en chute libre, soit quand ils montent, ou alors quand ils gravissent ou quand ils chutent, et ça plutôt vers la fin du film, de ces mini-pierres là qui volent dans le ciel. C'est absolument majestueux. Les océans sont toujours aussi bien retranscrits, avec les créatures et la faune, et la flore, pardon, qui est dedans. C'est hallucinant. Il y a un travail sur la DA, il y a un travail sur l'animation aussi, et les effets visuels qui est absolument gigantesque. Et puis des nouveautés. La force de James Cameron aussi dans Avatar, c'est que il nous refait intervenir des créatures qu'on avait déjà vues dans le 1 et dans le 2. Je pense notamment aux Tulkun, qui étaient déjà présents dans La Voie de l'eau, et qui sont des créatures hyper importantes et qui vont encore avoir leur importance dans ce film-là. Donc non seulement il nous remontre des créatures qu'on connaît déjà, et ça c'est important, histoire que nous, spectateurs, on se dise pas, allez, nouveau film, nouvelle créature, en fait ça sert à juste en guise de catalogue, quoi. Non. Le but de Cameron, c'est bien de nous immerger dans Pandora, et de nous faire comprendre que les créatures, elles étaient là une fois, elles seront encore là. Mais ensuite de ça, il y a des nouveautés. Je pense notamment aux créatures qui tirent les marchands ambulants volants. Les marchands ambulants volants, qui sont une espèce de gros bateaux, une espèce de grosse barque plutôt, tractés par des créatures qui sont hallucinantes. Là aussi, c'est fou. Et ces espèces de poulpes aussi qui sortent de l'eau pour attaquer. Ça aussi, c'est complètement dingue. Donc, on découvre encore de choses, et y compris dans les végétaux. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus sur le plan formel. Visuellement, ce qui est arrivé à faire Cameron dans Avatar 3, c'est toujours aussi merveilleux. Il y a moins l'effet de surprise, oui, mais on découvre encore des choses. Ça, c'est top. On a parlé de la forme, maintenant je vais m'attaquer au fond. C'est-à-dire le développement des personnages, l'histoire d'Avatar 3, etc. Si vous n'avez pas vu le film, attention, à partir de maintenant, ça va spoiler sévère. Ce nouveau volet d'Avatar nous présente un nouveau clan, une nouvelle tribu, un nouveau peuple, appelez ça comme vous voulez, les Mangwan. C'est pas du spoil, puisque c'est dans le titre, globalement, de feu et de cendre, c'est le clan du feu, entre guillemets. Ils vivent dans un endroit totalement parsemé de cendres, il n'y a absolument aucun végétal qui pousse, ils sont dans cet univers-là. Cendre et feu, c'est très bien dit dans le film. Et c'est pas du spoil non plus, puisque sur l'affiche principale du film, la tête que l'on voit en gros, c'est la tête de Varang. Varang qui est la nouvelle antagoniste, qui est Tsarik, c'est-à-dire dans l'univers de Pandora, une sorte de sorcière, une sorte de chamane. C'est un petit peu curieux, mais c'est comme ça qu'elle agit. Elle a du pouvoir, de l'influence en tout cas sur les autres. Déjà, j'ai trouvé l'interprétation de Oona Chaplin, qui joue Varang, superbe. Certains pourraient penser qu'elle en fait un petit peu trop. Parfois, c'est pas faux. Mais j'ai trouvé qu'elle était menaçante, dangereuse, impressionnante, charismatique. Et donc j'ai trouvé son arrivée rafraîchissante, d'autant que, et c'est là que la partie spoil arrive, elle va finir par faire alliance avec Quaritch. Quaritch qui reste encore au cœur de l'intrigue, on le voit énormément. Mais Quaritch, il va amener les armes à feu sur Pandora. Les armes à feu, Varang ne connaît pas ça. Et le peuple Mangwan ne connaît pas ça. Donc dès qu'elle va voir une arme à feu, elle va avoir les yeux qui brillent. Et elle va vouloir savoir comment ça fonctionne et se les approprier. Ok ? Voilà, ils vont faire alliance, ils vont même potentiellement se mettre l'un avec l'autre. Et je trouve que ça, encore une fois, c'est un vent de fraîcheur dans l'univers d'Avatar parce que ça nous annonce une nouvelle menace. Et à la fin du film, sur le climax, parce que s'il y a bien un truc qu'on peut avouer chez James Cameron, et ça a été le cas dans tous ses films, c'est que lui, il sait ce que c'est un climax, c'est-à-dire que la dernière demi-heure, ou les 35 dernières minutes, elles sont vraiment là, en termes d'intensité, d'action, de bataille, etc. Voilà, on va être entre les Na'vi, qui vont essayer de se défendre, bien évidemment, aidés par une partie des Tulkun, qui vont être menacés, versus les gros méchants, donc que sont les humains, y compris les braconniers sur mer, et qui vont être aidés par la tribu de Varang, donc la tribu du feu. Autant vous dire que la dernière demi-heure, elle est hallucinante. Dans les enjeux du film, et qui sont extrêmement bien traités, il faut dire aussi que le film, il fait plus de 3 heures, on les voit pas passer. Je crois que c'est 3h20, quelque chose comme ça, 3h15, on ne les voit pas passer. C'est hallucinant. Donc les enjeux, Cameron a le temps de distiller les enjeux comme ça, de faire un petit peu grandir les personnages, et j'ai trouvé qu'il y a une vraie évolution dans les personnages, notamment deux. Même
plus que 2. 3. Je vais commencer par le troisième d'ailleurs, Neytiri. J'avais trouvé un des reproches que j'avais fait à La Voix de l'eau, c'est le traitement du personnage de Neytiri, qui était capital dans Avatar, et qui dans le 2, pour moi, avait été sous-traité. Elle revenait vers la fin, oui, mais c'est un personnage tellement important que malheureusement, j'avais trouvé qu'elle avait été sous-traitée dans le 2. Là, elle reprend de la force, elle, comment je vais dire, elle remonte en grade. Non, mais voilà, elle revient sur le devant de l'écran à peu près tout le temps. Elle est fondamentale, puisqu'elle participe à la libération de Jake Sully, qui à un moment dans le film se fait emprisonner, capturer et emprisonner. Et on voit à quel point elle est badass, on voit à quel point elle est déterminée, on voit à quel point la famille compte pour elle, on voit à quel point aussi elle est déchirée entre son mari, qu'elle semble adorer et qu'elle respecte, mais son clan et ses envies et le reste de sa famille. Voilà, donc Neytiri, très bien, parfait, joli traitement. Ensuite, nous avons Kiri, leur fille, donc la cadette, qui, on le sentait, a certaines prédispositions. Mais là, Cameron nous la développe encore plus. Et du coup, le pouvoir qu'elle a, entre guillemets, il est multiple. Elle a la possibilité, via sa tresse, comme ont tous les navis, de s'unir à certains éléments, animaux, végétaux, alors comme peuvent éventuellement le faire les autres, mais aussi à la terre, pour pouvoir, plein de choses. C'est un petit peu un Deus Ex Machina, mais c'est un personnage qui est fondamental parce qu'il est bien amené, il est bienveillant. Elle peut ressusciter, et même faire encore plus que ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Elle peut communiquer directement avec Eywa. Eywa, je rappelle, qui est la divinité de Pandora, voilà, respectée quasiment par tous, mais pas par le peuple du feu. Voilà, donc elle a cette possibilité-là, et donc elle est privilégiée. Mais vous le savez ce que c'est, un grand pouvoir, ce que ça implique. Donc là, elle va être confrontée à ça. Donc on sent que Kiri, elle prend vraiment de l'ampleur, et je pense que dans les avatars qui suivront, puisque de mémoire, le 4 et le 5 sont en route, ils sont en route, elle va prendre une ampleur capitale. Pour moi, ça sera elle qui sera au cœur du récit. Et je crois que de mémoire, elle est interprétée, entre guillemets, par Sigourney Weaver. Okay, en version jeune, évidemment, en motion capture, mais je crois que c'est Sigourney Weaver qui l'incarne à nouveau. Puisque sa mère, c'est Grace. Je rappelle que la mère de Kiri, c'est Grace. Grace, la scientifique. Bref, je veux pas vous perdre, c'est difficile. L'univers d'Avatar, c'est difficile. Cette critique sera peut-être un peu plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi ? Parce que l'univers est tellement vaste, le film fait plus de 3 heures, et il y a tellement de choses à parler, que voilà, je suis obligé de m'étirer un petit peu là-dessus. Donc, Neytiri, ok. Kiri, parfait. Spider, c'est un des personnages qui m'avait posé beaucoup de problèmes dans La Voix de l'eau. Je l'avais trouvé insipide, pas très bien joué, toujours relou avec son espèce de masque et machin, et puis j'avais trouvé sa caractérisation de personnage qui n'amenait pas grand-chose. En plus, c'est le fils de Quaritch, donc globalement, il part déjà très très mal. Donc voilà. Et puis le surnom Spider, c'est pas terrible. C'est pas parce que je suis arachnophobe, les gars. Spider, j'ai trouvé ça pas terrible. Pas terrible. Ici, bravo James Cameron, je pense, parce qu'il est à l'origine quand même du scénario et du développement de ses personnages. J'ai envie de dire bravo. Spider est un personnage que j'apprécie à aimer. Pas trop au début du film, parce qu'on le revoit encore dans le même contexte, etc. Surtout que j'ai trouvé, c'est pas de la jalousie, c'est pas parce que je suis absolument fan de Kiri, mais je trouve que l'espèce de couple qu'il veut faire avec Kiri, parce que c'est elle qui est visiblement folle de lui, je comprends pas. Dans la famille des couples totalement pas assortis, ça se pose là. Elle est mignonne, elle est bienveillante, machin. Enfin, lui, alors c'est pas qu'il est pas beau, mais je sais pas, je trouve que leur caractère, ça convient pas. Il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, je le trouve absolument pas assorti, donc je ne crois absolument pas à leur histoire d'amour, à leur pseudo-histoire d'amour. Bref, mais en tout cas, dans ce film-là, il prend de l'ampleur, il enlève son masque, puisque là, on est dans le spoil total. Spider devient le tout premier respirant. Grâce, justement, au pouvoir de Kiri. Elle arrive à le ranimer, puisqu'à un moment, son casque devient défaillant. Il perd sa respiration, donc il tombe, on va dire, dans un pseudo-coma, entre guillemets, et elle le ranime, et avec son pouvoir à elle, en se connectant à la Terre, et à lui, elle arrive à lui injecter, ce qui fait que, à l'intérieur de son corps, ça lui permettra de respirer. Il devient le premier humain respirant, comme l'appelle Varang,
Et premier humain à pouvoir respirer sans un masque artificiel sur la planète de Pandora. Ce qui va bouleverser tout le monde et ce qui va révolutionner, aux yeux des scientifiques humains qui observent tout ça, le fait de se dire, mais lui, c'est notre objectif. Maintenant, il faut qu'on le capture, vivant, parce qu'il faut qu'on l'étudie et qu'on arrive à savoir comment est-ce qu'il arrive à respirer sur Pandora. De façon à pouvoir démultiplier ça, après, chez chacun des humains. Ce qui rendra tout beaucoup plus pratique. Hein, vous avez compris l'idée. Ça, chez James Cameron, je trouve que c'est hyper bien traité aussi. Tout va tranquillement. Hein. Rien n'est rushé, tout est expliqué tranquillement. Et donc Spider, le traitement de son personnage, bravo. Une fois qu'il a retiré son masque à la con, je trouve qu'il devient plus pertinent. J'ai toujours un problème avec l'acteur. Voilà. Et son interprétation, je trouve que s'il y en a bien un qui arrive à manquer d'incarnation, c'est peut-être lui. Mais en tout cas, son personnage est mieux traité. Comment vous dire que j'ai pas forcément réussi à retenir certaines larmes pendant le film. Avatar 3 est très émouvant. Tu m'as eu, James Cameron. Derrière ce corps de youtubeur se cache un cœur fragile. Il y a quelques scènes qui sont hyper émouvantes. Je pense notamment, j'ai failli, hein, là j'ai pas chialé. La scène où Jake Sully prend Spider à part dans le but de le poignarder. C'est une scène qui est très émouvante. Neytiri est au bord de la rivière, en train de se nettoyer le visage. Parce que d'après Sully, c'est le seul moyen de pouvoir régler tout ça, entre guillemets, supprimer Spider. Donc un moment tendu et très triste. En revanche, là où je me suis fait avoir, c'est pour les Tulkun. Le fameux paria, qui était déjà là dans La Voie de l'eau, qui revient ici, qui est banni par son clan, quand il ramène sa sœur, qui s'est faite dézinguer par les humains, qui a essayé de se défendre, mais qui a survécu, et quand on voit l'état décharné dans lequel elle est, leur regard, là aussi les créatures sont super bien faites, c'est incroyable, et comme en plus elle communique et elle parle, par sous-titres, hein, mais que certains peuples sont censés les comprendre, voilà, l'histoire elle est incroyable, et quand il y a le conseil des Tulkun, pareil, parce que ce sont des créatures que l'on sait ultra bienveillantes, on sait qu'elles sont chassées par les braconniers humains qui veulent récupérer la substance qu'elles contiennent, et donc on sait qu'elles sont potentiellement en danger. Et que leurs paroles sont ultra pesées. Quand elles parlent, ces créatures-là, c'est pas pour rien. Donc c'est chargé d'émotions, et là tu m'accueillis. Je me répète, mais la grande force de James Cameron, encore une fois dans ce 3e volet d'Avatar, c'est d'avoir réussi à nous représenter Pandora, son univers, ses lieux, ses peuples, ses créatures, et donc de nous impliquer émotionnellement. Et ça, c'est pas gagné quand on a affaire quasi uniquement qu'à des personnages de synthèse. Mais l'implication émotionnelle, elle a fonctionné à fond sur moi. J'ai réussi à nouveau à me plonger dedans. Il y a une nouveauté aussi, pour la toute première fois, Cameron nous représente Eywa, donc la divinité de Pandora. Il nous la représente. On voit son visage lors d'une scène magistrale qui implique Kiri, sa petite sœur et Spider. On voit Eywa, on voit toutes les connexions qu'il y a avec, aidées aussi par la musique, hein, parce que j'en ai pas parlé, mais la bande originale, elle est magistrale, que ce soit dans les scènes de bataille, les scènes épiques, ou les scènes plus dramatiques, ou les scènes où il y a des enjeux, la bande originale, elle est top, c'est une masterclass. Donc tout ça, ça participe à l'implication émotionnelle. Après, un petit reproche que je pourrais faire à cet Avatar, c'est ce débordement de virilité. En fait, c'est comme s'il avait fait un petit peu Aliens le retour sur 3 heures. C'est-à-dire que y a du muscle tout le temps, il y a des cris beaucoup, il y a des batailles énormément, ça parle beaucoup d'armes, ça parle beaucoup de domination. Voilà, c'est aussi ça un Avatar. Hein. Et vous en faites pas, hein. Il y a aussi le côté douceur, bienveillance, famille. Il y est, avec les tresses, etc. Ça y est. Mais en revanche, il y a un truc qui plane sur le film tout le temps, c'est ce besoin de domination, beaucoup incarné par Quaritch, évidemment, mais en plus par Varang. Voilà, le mal, la douleur, la bataille, les armes, la domination, tout ça, ça plane sur le film quasiment tout le temps. Les humains, extrêmement méchants, les braconniers, les scientifiques, les militaires, la capture, voilà, c'est tout le temps. Donc je vous dis, c'est Aliens le retour, mais sur 3 heures. C'est pas un défaut, mais je trouvais que c'était prédominant dans le film. D'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que Cameron se cite beaucoup dans Avatar 3. Alors,
hasard ou coïncidence, mais je trouve qu'il y a énormément de rappels, de scènes, hein, c'est des micro-scènes, hein, mais qui sont dans Avatar 3 et qui rappellent sa filmographie. Je pense aux créatures marines qui font beaucoup penser à l'univers des créatures marines d'Abyss. Je pense à la façon qu'a Quaritch d'apprendre à manipuler l'arme Avarang exactement comme X le faisait avec Ripley dans Aliens le Retour, qui est une scène dont on se souvient, hein, avec l'arme, on voit le compteur de balles, etc. C'est une scène qui était fascinante. J'en sais rien, le déferlement bourrinesque et les scènes d'action qu'on avait retrouvé notamment à la fin dans le climax de True Lies. Il y a aussi la scène où Quaritch saute dans cet univers de feu et de cendres, un peu comme le faisait le T-800 dans Terminator 2, le jugement dernier, quand il sautait dans la lave. Voilà, il y a plein de micro-scènes comme ça qui me font penser à comme si Cameron se citait. Mais pourquoi pas? On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bah, il se chausse lui-même. Je passerai sur quelques incohérences ou faux raccords, ce qui est très étonnant hein, quand on connaît James Cameron et qu'on connaît à quel point il est carré ou perfectionniste dans ses films. Alors je sais pas, hein, en plus c'est un blockbuster, c'est une super production, donc ça a dû échapper soit à lui, soit à la script. Bref, je vous dis pas que ça m'a fait sortir du film parce que c'est des broutilles, hein. Notamment quand Spider aide Jake Sully à s'échapper, donc après la capture de Sully. Spider sait qu'on ne peut pas tirer sur lui parce que les humains ont besoin de le capturer vivant. Et donc il se dandine devant une machine de chantier, je crois, derrière laquelle se cache Jake Sully. Et en haut, il y a une sorte d'hélicoptère ou d'engin volant qui est prêt avec sa mitrailleuse, mais qui ne peut pas tirer sur Spider. Donc Spider se dandine et selon le plan qui change 3-4 fois, ben, il est très loin de la machine, très près, très loin, très près. Ça n'a pas de sens, mais bon, c'est de la broutille évidemment. Il y a aussi quand Quaritch, la toute première fois où Quaritch, qui est donc sous forme de Na'vi, se maquille en manquane. Donc c'est-à-dire avec de la poudre blanche, rouge, machin. Il décide de partir pour chasser Sully, je crois. Le plan d'après, il est bleu. Sans qu'on nous ait montré qu'il s'était lavé, pris une douche ou je sais pas quoi, machin. Donc il passe de la poudre et maquillage manquane à son apparence naturelle, on va dire, de Na'vi. Comme ça, quasiment d'un plan à l'autre. Là encore, ça n'a pas trop de sens. Je me suis dit, pardon, il y a un problème au montage, j'ai pas maillé, hein. Je l'aurais vu. Donc voilà, donc des petits soucis par rapport à ça, mais encore une fois, ce sont des broutilles. Quand on compare à l'ampleur qu'est le film, à ce qu'il a à nous raconter, le film est tellement beau, le film a tellement de sens. Il y a aussi, ce que je ne reproche pas, mais que certains peuvent reprocher, tout l'aspect écologique, environnemental, soin des animaux. D'accord? Ça, on connaît ça chez James Cameron. Ça avait envahi Avatar. Ben, dans Avatar 3, c'est la même chose, hein, voilà. Mais c'est beau. C'est beau parce que c'est super bien traité. Il n'en oublie pas qu'il s'appelle James Cameron. C'est-à-dire qu'il a aussi son côté hyper bourrin. Ok? James Cameron, hein, s'il vous plaît. Hein. Ok? Terminator 2, True Lies, enfin voilà. Aliens le Retour, fait quand ça canarde, ça canarde. Donc, les scènes d'action sont hyper bien menées. Voilà, il y a des belles scènes de bataille, c'est hyper émouvant. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais manquer de superlatifs. Avatar 3, de feu et de cendres, c'est un petit peu un film somme, finalement. C'est une belle œuvre qui arrive à se renouveler, même s'il y a quelques éléments qui peuvent paraître un petit peu redondants par rapport aux deux premiers. J'en ai parlé, hein, la présence de Quaritch, cet aspect un petit peu écologique et environnemental, mais l'univers est tellement beau, les scènes sont tellement bien faites, les personnages sont tellement bien écrits, on est tellement investi émotionnellement dedans, comme je le disais, que pour moi, j'ai pas pu m'empêcher de mettre à ce Avatar 3 sur mon Letterboxd la note de 4 étoiles. Je vous invite, comme d'habitude, à aller checker mon Letterboxd, l'adresse est dans la description, comme ça on peut parler éventuellement des films que je vois, des films que vous voyez, ça m'intéresse beaucoup. Surtout sur un film comme Avatar 3, bien évidemment, qui, je le répète, est l'un des films les plus attendus de l'année. 4 étoiles parce qu'il m'a submergé. Il m'a pris, ok. C'est pas un film parfait, pour moi en tout cas, mais voilà, je pense que objectif réussi de la part de Cameron, dans le sens où, deux choses. Non seulement il s'inscrit parfaitement bien dans la continuité des deux premiers, mais en plus, il arrive à me faire avoir hâte que le quatrième arrive. Et ça c'est bien, ça veut dire que chez moi, il n'y a pas de forme de lassitude qui s'est installée. Non, je suis preneur. Les 3h20, je les ai pas vus passer.
Voilà, c'est encore une fois un bijou. Bravo James Cameron, on en demande plus, c'est un vrai film de cinéma. Ne regardez pas ça sur tablette ou sur smartphone, s'il vous plaît, même si vous n'allez pas le voir en 3D. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si jamais vous l'avez vu. Je crois qu'il divise, hein. Il fait pas forcément l'unanimité. Hein. En tout cas, dans mon entourage, il divise. Après, j'ai pas forcément regardé les critiques et les spécialistes, mais moi, il m'a beaucoup plu. Voilà. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il m'a beaucoup plu. J'ai hâte de voir le 4. Ça a été la régalade. Les amis, on termine là-dessus parce que sinon, je vais plus avoir suffisamment de superlatifs pour parler du film. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, une très bonne année à vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!